Bien, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 12 juin 2013, la libération des 9 démineurs retenus en otage par le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Le chef de la branche armée du MFDC a fait exécuter la décision cet après-midi. César Atoute Badiat avait libéré un premier groupe de 3 femmes le 4 juin dernier. Viol suivi de meurtres présumés aux HLM Montagne. La victime, Awa Diop, est âgée de 15 ans. Le suspect est en vigile. Les enquêteurs sont sur ses traces. Affaire des produits phytosanitaires du plan Diakhaï, le porte-parole du président de la République invite Omar Sarr à rendre compte de sa gestion. Ce, au lieu de chercher un bouc émissaire. Abouabel Thiam, que vous entendrez dans cette édition, soutient que les accusations du coordonnateur du Parti démocratique sénégalais contre Macky Sall sont sans fondement. Le reportage Ramadan de ce soir s'intéresse aux personnes âgées. Peuvent-elles vraiment jeûner sans brutaliser leur organisme? Fatou Kinedem nous livre quelques éléments de réponse. L'invité de ce journal, le secrétaire général du SYNPICS, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, Ibrahim Khalilou Ndiaye, aborde avec nous ce soir la crise économique qui secoue les organes de presse, l'aide accordée aux médias également dans cet entretien. Les 9 démineurs retenus en otage par le MFDC sont libres depuis cet après-midi. Le chef de la branche armée du mouvement des forces démocratiques de la Casamance les a remis aux responsables d'une ONG bissau-guinéenne. Ils seront entre les mains des autorités sénégalaises samedi prochain. Un premier groupe, je le rappelle, de 3 femmes avait été libéré le 4 juin dernier. En ligne, Abdoulaye Sambou, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Abdoulaye Sambou, vous avez quitté Bissau cet après-midi, vous êtes actuellement à Ziguinchor. Est-ce que vous avez rencontré ces otages? Quel est le point de la situation? En chair et en os, on les a rencontrés. Ils ont été libérés vers 16h30, disons vers 16h05 à Kassolol, le fief même de César Atoute Badiat. Et c'est César Atoute Badiat lui-même qui a procédé à l'acte de libération de ces otages. Il les a donc remis à l'ONG Monkomo, une ONG bissau-guinéenne spécialisée dans la médiation des crises au niveau de la Guinée-Bissau. Cette ONG donc s'était impliquée depuis le début dans cette affaire et donc César Atoute Badiat a donc procédé à la libération de ces otages-là au niveau de Kassolol. Avant cette libération, justement, ces otages ont été soumis à une visite médicale. Après, ils ont donc signé un document, une sorte de bon de sortie, et après quoi, ils ont été donc remis à cette ONG Monkomo, et César Atoute Badiat en a profité un peu pour s'adresser aussi à l'opinion, et là, il dit que le déminage en Casamance est désormais tributaire à la paix en Casamance. Tant qu'il n'y aura pas de paix en Casamance, il n'y aura pas de déminage dans cette partie sud du pays. Après quoi, donc, ces otages ont été conduits jusqu'à Sao Domingos, où ils vont passer la nuit, et demain, une petite cérémonie est prévue à Sao Domingos entre l'ONG Monkomo et les autorités bissau-guinéennes. On annonce d'ailleurs l'arrivée à Sao Domingos du ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau qui sera accompagné en principe du ministre de l'Intérieur, lesquels vont donc prendre ces otages-là pour les conduire jusqu'au niveau d'un parc où ces otages-là vont être remis aux autorités sénégalaises. Voilà donc un long feuilleton de près de 70 jours qui prend fin aujourd'hui avec la libération de ces otages-là. Et certainement demain, ces otages-là pourront dormir à côté de leur famille. Abdoulaye Sambou, merci. HLM Montagne, cette jeune fille de 15 ans retrouvée morte dans un bâtiment en construction. Awa Diop aurait été violée avant d'être sauvagement tuée. Le criminel présumé est en vigile. Les enquêteurs sont sur ses traces. À Tanarba, Marie-Christine Mendy. Presque nue, ses parties intimes couvertes de sang, cette fille de 15 ans a été sauvagement violée avant d'être tuée. Le corps sans vie d'Awa Diop a été retrouvé dans ce bâtiment. Direction chez la défunte, une atmosphère de tristesse et de désarroi se lit sur les visages. Abi Faye, la mère de la victime, n'en revient toujours pas. Elle exige que la lumière soit faite sur cette affaire. Nous sommes sortis ensemble de la maison. Moi, je travaille comme domestique à Dieuppeul et Awa, elle travaille non loin de la maison. Quelques heures après notre départ, on m'a informé que ma fille ne s'est pas présentée là où elle travaille
Et après plusieurs recherches, on a trouvé sa dépouille dans un bâtiment en construction. L'homme qui a tué ma fille doit être puni sévèrement. Il mérite la peine de mort. Ses amis témoignent. Diop était ma fille, mon amie, mon idole. Elle était tout pour moi. Elle était presque ma fille. Elle était souvent avec moi. Elle ne mérite pas ça. C'était une jeune fille très cool, très sympa, très paisible. Elle ne méritait vraiment cela. Elle était une jeune fille qui rêvait un grand avenir. Franchement, elle ne mérite pas cela. Le présumé responsable de ce crime habiterait dans cette maison. Selon des informations, l'homme aurait fui. La dépouille d'Awa Diop est acheminée à l'hôpital Aristide Le Dantec pour les besoins d'une autopsie. La dépouille du Sénégalais poignardé en Espagne est arrivée hier soir à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Aliou Ba était âgé d'une quarantaine d'années. L'originaire de Tambacounda laisse derrière lui 4 orphelins. L'attente a été longue, les moments forts. Parents, amis, tous venus accueillir la dépouille d'Aliou Ba. À 21h30, le corps sans vie du natif de Tamba débarque. Et c'est très difficile d'assister à un événement d'une telle tristesse. Un événement où on ramène un fils, un frère qui était parti chercher à sortir sa famille de la pauvreté, qui était parti développer son pays, et puis qui nous revient en cadavre. La famille saisit l'occasion pour lever tout équivoque concernant les frais de rapatriement de la dépouille. Ce n'est pas l'État du Sénégal qui l'a rapatrié, c'est la famille qui s'est cotisée. Ce sont ses amis et sa famille qui se sont cotisés pour pouvoir le rapatrier. Maintenant, pour ce qui est de la dépouille, pour ce qui est de l'ambulance, là aussi il faut le signaler, c'est bien le ministère des Sénégalais de l'extérieur qui a mis à notre disposition une ambulance. L'atmosphère est lourde, mais les proches d'Aliou Ba s'en remettent au Tout-Puissant. C'est vraiment dur, mais le Tout-Puissant en a décidé ainsi. Nous allons prier pour lui et que Dieu l'accueille dans son paradis. Aliou Ba sera inhumé ce vendredi à Louguenyalbi, à 14 km de Tamba. Il laisse derrière lui 2 femmes et 4 enfants. Affaire des produits phytosanitaires du plan Diakhaï, le porte-parole du président de la République invite l'ancien ministre de l'Habitat à rendre compte de sa gestion au lieu, dit-il, de chercher un bouc émissaire. Omar Sarr, par ailleurs coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, qui allègue que Macky Sall, alors Premier ministre, avait approuvé les marchés mis en cause, des propos sans fondement aux yeux de Abou Abel Cham. Écoutez-le. On ne saurait trouver accusateur plus féroce contre Omar Sarr que lui-même. Réfléchissons un peu aux propos sortis par le coordonnateur actuel du PDS. Il prétend qu'ils ont investi 70 milliards dans le projet Diakhaï qui consistait, avait-on dit à l'époque, à lutter contre les inondations et à recaser les victimes de ces inondations. Si aujourd'hui le président Macky Sall est obligé avec son gouvernement de se retrousser les manches pour faire face à un problème aussi crucial actuellement que ces inondations-là, c'est parce qu'il y a à se demander où sont allés ces 70 milliards. Le président Macky Sall, qui, effectivement, s'il avait été mêlé à quoi que ce soit à l'époque, je pense qu'il n'aurait pas échappé à la justice sous Abdoulaye Wade, qu'il avait proféré des menaces contre lui, qu'il avait traîné à la justice, à la police pour des considérations fallacieuses. Alors s'ils avaient le moindre soupçon de début, de commencement d'une malversation financière, je pense qu'ils n'auraient pas attendu d'être dans l'opposition, d'être accablés, d'être traqués par la justice du pays pour porter de telles accusations contre lui. 3 de ses anciens collaborateurs, dont Abdelaziz Diop, qui était le coordinateur justement de ce plan Diakhaï, sont en prison dans cette affaire.
Le coordonnateur de l'APR Mbacké qui menace de jeter l'éponge, Moustapha Cissé Lo, se dit victime d'une cabale ourdie par l'actuel directeur de cabinet du chef de l'État Mor Ngom. Par ailleurs, il condamne les propos de Mahmoud Saleh au sujet de Alioune Badara Cissé Lo, qui se dit ouvert à un arbitrage du président de la République Macky Sall. Il l'invite, selon ses termes, à prendre ses responsabilités, le leader de l'APR. Mor Ngom dont il s'agit, pour moi, est en train d'instrumentaliser des vauriens dans le département. Et si cela est cautionné par Macky Sall va perdre lors des élections locales. Le département de Mbacké, il va perdre lors des présidentielles. Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un magal, Mor Ngom appelle des gens qui ne veulent absolument rien. Il ne s'agit pas de dire que je suis le coordonnateur, mais il faut que le président dise aux gens que c'est Cissé Lo qui est le coordonnateur et je suis satisfait du travail qu'il fait. Si le président ne peut pas le faire, je vais quitter le poste de coordonnateur et je continue à être militant simple de l'APR. Pour Saleh, je ne suis pas d'accord, je l'ai dit, il n'a pas le droit d'attaquer ABC. ABC est une forte personnalité que je respecte. C'est un grand intellectuel, un cadre de haut niveau qui a, à côté de Macky Sall, fait un bon travail pendant qu'on était dans l'opposition. La France qui accorde l'asile politique à Makaila Ngebla, ce blogueur tchadien qui avait été expulsé du Sénégal le 7 mai dernier. Ibou Diouf revient sur cette histoire. L'asile politique en France, Makaila Ngebla, réfugié au Sénégal depuis 2005. Le journaliste blogueur tchadien a été arrêté le 7 mai dernier avant d'être expulsé vers la Guinée-Conakry, un pays qu'il n'a connu guère. Une manière de faire qui avait soulevé la réaction des droits de l'hommistes sénégalais et africains. Et après un séjour de près de 3 mois, Makaila Ngebla vient de bénéficier de l'asile politique de la France. La Ligue sénégalaise des droits de l'homme félicite la France et parle d'humanisme de la part de la République française. Les ONG sénégalaises saluent ce qu'elle appelle la restauration de la dignité d'un fils du continent. Makaila Ngebla est connu pour son engagement et sa capacité à dévoiler des scandales sur la corruption et la répression au Tchad. Makaila Ngebla va vivre désormais en France, après la Tunisie, le Sénégal et la Guinée-Conakry. Dans ce pays, il pourra peut-être exprimer librement son opinion sur la marche de son... Le départ de Ngebla du Sénégal avait suscité l'ire des organismes de défense des droits de l'homme au Sénégal, malgré les motivations énoncées par les autorités locales. La décision de la France aujourd'hui leur inspire un Sénégal en retard en matière de défense des droits de l'homme. Diafaraba Daouda Sow. Je me nomme Makaila Ngebla. Les choses semblent s'arranger pour Makaila Ngebla. La France vient de lui accorder l'asile politique. Une bonne nouvelle pour les défenseurs des droits humains qui estiment que c'est l'aboutissement du combat entamé depuis son extradition. Nous nous sommes mobilisés, nous avons fait des lettres de recommandation, la RADDHO, la Ligue sénégalaise, Amnesty, à l'endroit de différents pays. Et aujourd'hui, la France répond favorablement à cette demande d'asile de M. Makaila. Le Sénégal est souvent décrit comme une vitrine de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Mais pour les organisations de défense des droits de l'homme, notre pays est toujours à la traîne en matière de protection des droits humains. C'est déplorable aujourd'hui que le Sénégal refuse d'accueillir un Africain et que ce soit un pays européen étranger qui l'accueille. Il y a quelques années encore, le Sénégal était toujours considéré comme le pays le plus respectueux des droits humains en Afrique. Aujourd'hui, on vous parle très souvent du Ghana, on vous parle d'autres pays. Et donc cela signifie que nous avons dormi sur nos lauriers. Les dernières années d'Abdoulaye Wade ont été particulièrement catastrophiques en matière de droits humains. Et le régime actuel également a démarré avec beaucoup de frilosité. Ils n'ont pas souvent accepté d'écouter les critiques qui auraient permis de rectifier les choses. Les membres d'Amnesty International et de la Ligue sénégalaise des droits humains ont par ailleurs invité les autorités à mettre sur pied des mécanismes efficaces pour la préservation des droits fondamentaux. On se rend compte aujourd'hui au Sénégal que si vous êtes dans une situation de potentialité de violation de vos droits, que vous soyez sur le point d'être expulsé comme c'est le cas de Makaila, ou même certains dirigeants politiques qui sont interdits de sortir du territoire, vous n'avez aucun mécanisme protecteur qui puisse être mis en branle pour parer à une violation potentielle ou éventuelle de vos droits. 2 mois après l'extradition de Makaila Ngebla, les organisations des droits humains souhaitent de tout cœur que le Sénégal retrouve sa tradition de terre d'accueil.
Le reportage Ramadan de ce soir s'intéresse aux personnes du troisième âge. Alors, peuvent-elles objectivement supporter l'épreuve compte tenu de leur âge avancé? Les spécialistes de la santé leur déconseilleraient de jeûner, surtout les sujets qui souffrent de diabète. C'est au sujet de Atanarba et Fatou Kinedem. L'âge n'est pas une contre-indication au jeûne. En revanche, il est déconseillé aux sujets âgés malades de jeûner. Les diabétiques âgés de type 1, qui est sous insuline, en général, on lui déconseille formellement de jeûner. Maintenant, il y a les diabétiques de type 2. Par contre, ce diabétique, il doit voir son médecin 2 mois auparavant pour faire le point. Parce que s'il y a une complication de type rétinopathie ou s'il y a une complication du type néphropathie ou cardiopathie, il y a une contre-indication au jeûne. Maintenant, ajouté à cela, s'il y a un diabétique, s'il est malade diabétique avec une hypertension assez sévère, c'est une contre-indication formelle au jeûne. Maintenant, il y a les autres contre-indications, c'est-à-dire les ulcères gastro-duodénaux, les infections néoplasiques évolutives ou syndrome de dénutrition assez avancé. Par ailleurs, ceux qui sont aptes à jeûner doivent respecter les 2 repas, une bonne alimentation riche en calories. Obligatoirement, la personne âgée doit prendre son petit déjeuner, le khadl. C'est impératif. Et l'alimentation de la personne âgée doit être équilibrée, qui doit comporter d'abord, pour une alimentation équilibrée, il faut qu'il y ait du pain, céréales, légumes secs. Il faut de la volaille et du poisson. Il faut des œufs. Il faut des légumes et des fruits. Et il faut une bonne hydratation avec au moins 1,5 litres par jour pour lui permettre d'avoir une alimentation riche et équilibrée. Une chose à éviter, les efforts physiques intenses en période de Ramadan. Parce que ce qui caractérise la personne âgée en période de chaleur, c'est que la personne âgée sent moins la chaleur, la personne âgée ne sent pas la soif et la personne âgée ne transpire pas. Ça, c'est dû au vieillissement des glandes sudoripares et du système de thermorégulation. Donc, ça l'expose à la déshydratation et au coup de chaleur. Pour ce faire, il faut éviter, bien sûr, de s'exposer à la chaleur. C'est-à-dire de ne pas faire des activités physiques intenses en période de chaleur, ça c'est à déconseiller, et de sortir pendant les périodes de forte chaleur. Les médecins conseillent aussi aux personnes âgées de se vêtir très souvent de blanc pour contenir la chaleur. Championnat du monde de Viet Vo Dao en France, le Sénégal décroche 4 médailles, une en argent, 3 en bronze. Il s'agit là de la toute première participation de notre pays à cette compétition. Les athlètes sénégalais demandent du coup aux autorités davantage de soutien pour améliorer leur performance. Le Sénégal en est à sa première participation à une compétition internationale en Viet Vo Dao. La 3e constitue la première en dehors du Vietnam. Donc le Sénégal a eu la chance d'être invité. Donc on est parti avec 3 athlètes, pendant que les autres délégations, en l'occurrence le Vietnam, qui est venu avec une délégation de 41 personnes, dont 29 athlètes. Le déplacement n'a pas été vain, parce que les athlètes sénégalais sont revenus tous médaillés. Nous sommes juste partis pour essayer d'acquérir une expérience et voir un peu comment ça se passe au niveau international. Et heureusement, on s'est battu, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on rentre avec des médailles, malgré les moyens. Donc finalement, on est revenu avec 5 médailles, comme l'a dit précédemment mes collègues. Donc une médaille d'argent et 4 bronzes. Toutefois, des difficultés n'ont pas manqué pour préparer les joutes. Les difficultés, c'est depuis le début jusqu'au retour. Ok. Quand tu prends d'abord le fait de se déplacer jusqu'à là, c'est nous qui étions partis de nos propres moyens. C'est pas évident. Trouver immédiatement 400 000 francs quelque part ici au Sénégal pour aller participer à des échéances mondiales, c'est pas évident. Pour éviter un tel désagrément à l'avenir, la famille du Viet Vo Dao au Sénégal lance un appel à l'intention de toutes les autorités sportives sénégalaises. Je pense bien qu'ils ont compris le message. Notre objectif, c'était de participer à ces championnats du monde. Les autorités sont au courant que nous étions partis participer à ces championnats du monde. Nous sommes revenus avec des médailles. Donc je pense que l'appel est déjà compris. Alors je pense qu'ils sont au courant. Nous sommes en négociation. Je pense bien que le ministre, tel que je le connais, il est au courant. Je suis certain qu'il fera quelque chose prochainement, Inch'Allah. Ces athlètes sénégalais n'ont pas prêté le flanc lors de ces compétitions internationales qui ont eu lieu en France. C'est la première fois que des compétitions en Viet Vo Dao se déroulent en dehors du continent asiatique.
Nous accueillons dans quelques instants le secrétaire général du SYNPICS, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication, Ibrahim Khalilou Ndiaye, qui aborde avec nous ce soir la crise qui secoue les organes de presse. Ce matin, des journalistes du journal Le Quotidien ont tenu un sit-in pour dénoncer le licenciement de 3 cadres du journal pour des raisons économiques. Une décision arbitraire à leurs yeux du président du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, que nous n'avons pas réussi à joindre. Le climat social a monté d'un cran au journal Le Quotidien, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est le licenciement de 4 journalistes, dont 3 responsables, Mamadou Biaye, Soro Diop et Aminatou Mohamed Diop. On a fait un premier communiqué dans lequel on réclamait le paiement de 2 mois de salaire. Le lendemain, il y a une mesure qui a été prise relative un peu à un licenciement pour motif économique. Ça, c'était le lendemain de notre premier communiqué. Maintenant, il a entamé la procédure au niveau de l'inspection du travail pour se séparer de certains responsables. Parmi les 4 journalistes licenciés, y figurent les pionniers du journal. Leurs collègues, appuyés par le SYNPICS, se disent déterminés à aller jusqu'au bout. Hier, la première action qui concernait une journée de port de brassard rouge, on a porté des brassards rouges. C'est en fin de soirée qu'on nous a notifié des mesures de licenciement pour motif économique. Et en sachant que le licenciement est encadré par la loi, il n'a pas voulu se souscrire aux recommandations de la loi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par couper les têtes du journal. Les têtes, c'est d'abord le directeur de publication qui plus est en congé, on lui notifie son licenciement. Il y a également 2 coordonnateurs du journal à qui on a notifié leur licenciement. Et également, il y a un autre reporter qui était en reportage, qui est venu, qui a fait son papier et rentré chez lui. On l'a trouvé chez elle pour lui donner sa lettre de licenciement. Ce sont les professionnels qui s'activent, qui vont sur le terrain tous les jours, au quotidien. Ce sont ceux-là qui portent le combat de la presse et qui se veulent les sentinelles du peuple. Donc nous faisons un combat citoyen et là nous pensons qu'il faut que les autorités apportent les ruptures attendues d'elles. Après ce sit-in, ces travailleurs vont tenir une assemblée générale. Ils n'écartent pas de saisir la justice. Ibrahim Khalilou Ndiaye, le secrétaire général du SYNPICS, avec nous sur ce plateau. Nous aborderons avec lui également l'aide à la presse dont le mode de distribution ne fait pas forcément l'unanimité. Écoutez d'abord quelques réactions de nos confrères. Sous Diouf comme sous Wade, il y avait une distribution qui n'était pas du tout transparente. Donc on donnait à des organes de presse des sommes qu'on n'aurait pas dû leur donner. Les gens critiquaient, fustigeaient cette manière de faire. Mais aujourd'hui, on pensait que les choses allaient changer. Mais malheureusement, ça n'a pas changé. Parce que quand on parle de 189 organes de presse et groupes, quand on parle de 35 sites d'information, ça, il faut dire que c'est pas sérieux. Bon, c'est d'autant plus grave que les services du ministère de la Communication avouent à demi-mot qu'ils n'ont pas les mesures nécessaires pour savoir le poids réel des uns et des autres. Il y a des sites qui ne sont que de nom. Ça c'est clair. En fait, ce sont des gens, ou en tout cas une personne qui a son ordinateur, qui a sa connexion, et qui à partir de chez lui fait du copier-coller, fait le tour des sites et fait du copier-coller. Et donc, en fait, c'est vraiment trop facile comme travail. Et moi, je pense que, en tout cas, l'aide à la presse n'est pas destinée à ce genre d'individus, à ce genre de sites. Prendre 700 millions de francs CFA, distribuer à 189 entreprises de presse en raison de 2 millions ici, 10 millions là, 16 millions, ça n'aide pas d'une manière générale l'entreprise de presse. Je pense qu'il faut des décisions beaucoup plus encourageantes, des décisions beaucoup plus rentables pour la presse en général. Et pour ça, moi je pense que l'État n'a pas joué son rôle fondamental de régulateur dans cette affaire. Ibrahim Khalilou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir.